Le 12 août 2025, à l'aube, un ultimatum fissure le Sahel. La proposition paraît technique, alléger la dette en échange de 70% de l'or national, donc une respiration budgétaire immédiate, mais aussi la perte d'un levier économique, d'un symbole et d'une marge de négociation pour des années. Pour les citoyens, qu'est-ce que cela change sur l'emploi, les prix et la dignité collective? Et pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve-t-il au centre du calcul? Derrière ce chiffre, c'est la capacité d'un État à choisir l'usage de ses ressources, maintenant et pour une génération qui vacille. Cette séquence ne parle pas seulement de finances publiques, elle propose une clé de lecture pour comprendre comment une décision présentée comme technique peut reconfigurer très concrètement la vie quotidienne d'un pays. En suivant le fil de l'ultimatum, il devient possible d'observer les mécanismes qui relient dette, ressources naturelles et pouvoir politique, sans réduire l'enjeu à un simple affrontement idéologique. Pour le spectateur, l'intérêt est précis. Saisir en quoi ce type de choix influence l'emploi, les prix, l'accès aux services essentiels et le sentiment d'appartenance collective, aujourd'hui comme demain. Ce cadre permet aussi de dépasser les slogans en distinguant ce qui relève du coût immédiat et ce qui façonne des trajectoires de long tétramédon de long terme. Le cas burkinabé agit ainsi comme un laboratoire. Ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré éclaire des dynamiques observables bien au-delà du Burkina Faso, dans d'autres États confrontés à des arbitrages similaires entre urgence financière et autonomie stratégique. Comprendre ces enjeux, c'est se donner les moyens de lire l'actualité autrement, avec des repères durables plutôt que des réactions instantanées. 70%, ce chiffre a suffi à transformer une discussion financière en test de souveraineté. Reçu à l'aube du 12 août 2025, l'ultimatum proposait un allègement de dette immédiat en échange d'une part de l'or national suffisamment élevée pour modifier durablement l'équilibre économique. Dès les premières heures, une certitude s'impose. Il ne s'agit pas d'une négociation ordinaire, mais d'un rapport de force structurant, dont les effets dépassent largement l'exercice budgétaire. Pour comprendre pourquoi cette demande a provoqué un tel séisme, il faut replacer le Burkina Faso dans sa trajectoire récente. Le pays vit depuis longtemps avec un paradoxe central, une richesse aurifère reconnue, mais une capacité limitée à en capter la valeur stratégique. L'or constitue l'un des piliers des recettes publiques, tout en restant en grande partie encadré par des contrats anciens et des circuits financiers extérieurs. La dette, accumulée progressivement, a souvent été présentée comme le prix nécessaire pour maintenir la stabilité et financer les services essentiels. C'est précisément cet équilibre fragile que l'ultimatum vient percuter. Sur le papier, convertir une ressource naturelle en marge budgétaire paraît rationnel, mais dans les faits, céder une telle proportion d'or revient à réduire la capacité de l'État à arbitrer librement ses choix futurs. Chaque décision ultérieure resterait conditionnée par des créanciers extérieurs, limitant l'autonomie stratégique sur une génération entière. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré devient central non par symbolisme, mais par position institutionnelle. La décision ne porte pas seulement sur un montant ou un calendrier, elle engage une vision, acceptée pour gagner du temps, ou refusée au prix d'incertitudes immédiates. Les premiers échanges internes convergent rapidement sur un point, le coût à court terme est identifiable, mais la perte de contrôle, elle, serait difficilement réversible. Ainsi formulé, le dilemme cesse d'être abstrait. Il devient une question concrète, jusqu'où un État peut-il transformer une contrainte financière en choix politique, sans compromettre sa capacité à agir demain? La décision ne s'est pas construite dans l'isolement. Autour du centre de gravité politique, un cercle restreint de conseillers a commencé à traduire l'ultimatum en conséquences concrètes. Une économiste du ministère des Finances a posé le cadre froidement: céder l'or offrirait un répit réel, mais priverait l'État d'un actif non reproductible, capable de soutenir des politiques publiques sur la durée. Le bénéfice serait immédiat, le manque à gagner structurel. Un ingénieur des mines a déplacé le débat vers le terrain. Les gisements ne sont pas des réserves abstraites, ce sont des infrastructures, des emplois, des régions entières organisées autour de leur exploitation. Perdre le contrôle majoritaire signifie réduire la capacité à orienter la production, la transformation et la redistribution.
Le choix économique se mue alors en décision industrielle, avec des effets visibles sur les bassins d'emploi. Une juriste a ajouté une couche plus discrète. Certains contrats comportent des clauses rarement activées, offrant une marge de manœuvre légale souvent ignorée. Leur mobilisation ne garantit pas un succès automatique, mais elle ouvre des options intermédiaires entre acceptation totale et rupture frontale. Cette lecture élargit l'éventail des scénarios tout en rappelant les risques de contentieux. Ces échanges produisent un premier impact mesurable. Le regard change. La crise cesse d'être perçue comme un simple problème de trésorerie. Elle devient une chaîne de décisions reliant ressources, droits et perception populaire. Dans l'espace public, des rumeurs circulent, traduisant une attente diffuse. Beaucoup ignorent les détails techniques, mais perçoivent intuitivement que l'enjeu dépasse les chiffres. À ce stade, l'effet est surtout psychologique. Pourtant, il pose déjà le point essentiel. Comment un choix économique redéfinit-il le rapport d'un pays à son avenir ? Tout s'accélère en quelques heures. À 6h30, l'ultimatum est formellement enregistré dans les circuits institutionnels. À cet instant précis, rien n'est visible à l'extérieur, mais le passage de l'hypothèse à l'action marque un avant et un après. La décision n'est plus théorique, elle devient un processus à gérer sous pression. Ibrahim Traoré active alors des protocoles préparés pour des scénarios de contrainte maximale, conçus non pour l'affrontement public, mais pour préserver la capacité de décision. À 6h45, les premiers ordres opérationnels sont transmis. Les sites aurifères stratégiques passent sous surveillance renforcée. Les axes logistiques sensibles sont sécurisés sans démonstration de force excessive. Le message reste volontairement discret, mais clair, le contrôle effectif des ressources devient une priorité nationale. Cette phase vise moins la confrontation que la prévention, afin d'éviter toute interférence extérieure susceptible de figer une décision encore en cours. À 7h00, une étape supplémentaire est franchie. Certaines communications non sécurisées sont suspendues sur des segments jugés sensibles. Des entreprises étrangères perdent temporairement l'accès à des flux d'informations opérationnelles. L'objectif n'est pas de paralyser l'économie, mais de réduire les fuites stratégiques et les anticipations hostiles. Dans ce silence organisé, le temps devient un levier. Chaque minute sans réponse publique renforce l'idée que la décision ne sera pas négociée dans l'urgence imposée. À 7h30, les premières réactions diplomatiques arrivent. Messages codés, appels insistants, avertissements à peine voilés. Rien n'est encore officiel, mais la pression monte rapidement. Les autorités choisissent de ne pas répondre immédiatement. Ce choix du silence n'est pas passif. Il sert à déplacer le rapport de force en refusant de se placer sur le calendrier dicté de l'extérieur. À 9h00, la situation bascule dans l'espace public. Une image circule, prise au-dessus d'un site aurifère désormais sous contrôle étatique. Le drapeau national y apparaît clairement. En quelques minutes, les mots or souveraineté et dignité envahissent les fils d'actualités régionaux. Ce qui devait rester une opération technique devient un symbole politique partagé, réapproprié par une partie de l'opinion. À midi, Ibrahim Traoré prend la parole. Le discours est court et sobre. Il ne détaille pas les mécanismes financiers, mais insiste sur la responsabilité envers les générations futures. Le refus n'est pas présenté comme une rupture, mais comme une affirmation. Ce cadrage modifie la lecture des événements. L'après-midi confirme cette dynamique, marché attentif, observateurs internationaux, recalculant leurs scénarios, partenaires évaluant leurs options. L'ultimatum s'est transformé en séquence irréversible. La bascule politique n'aurait pas tenu sans indicateur mesurable. Très rapidement, après la reprise de contrôle partiel des sites stratégiques, 3 chiffres se sont imposés comme repères centraux pour évaluer l'impact réel du refus. Ils ne racontent ni une victoire nette, ni un effondrement, mais un déplacement d'équilibre, avec des coûts identifiés et des marges nouvelles. Le premier chiffre concerne les réserves nationales d'or. Dans le trimestre qui suit la décision, les estimations internes font état d'une hausse d'environ 5,6%. Rapportée à la valeur des stocks existants, cette progression représente près de 200 millions de dollars désormais reconnus et captés par l'État. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une richesse créée, mais d'une richesse rendue
visible et comptabilisé. Ce point est essentiel, contrairement aux scénarios les plus pessimistes, la capacité financière immédiate du pays n'a pas été asséchée. Le refus n'a donc pas provoqué un choc brutal sur les réserves, mais une requalification de leur usage et de leur contrôle. Le deuxième indicateur porte sur la production aurifère annuelle, évaluée autour de 85 tonnes. Avant l'ultimatum, environ 60% de cette production échappait au contrôle direct du Burkina Faso, transitant par des entreprises étrangères et des circuits financiers extérieurs. Après la séquence de Hou, les projections suggèrent en fait qu'environ 40% de cette production, soit près de 34 tonnes, resterait désormais sous contrôle national. Ce basculement ne correspond pas à une nationalisation totale, mais à un changement de répartition. Il donne à l'État un poids accru sur les volumes exportés, les conditions de transformation et la redistribution des revenus associés. En termes opérationnels, cela élargit la marge de négociation sans supprimer les partenariats existants. Le troisième chiffre est le plus sensible politiquement. Les projections macroéconomiques anticipent une contraction du produit intérieur brut d'environ 3,2% à court terme. Cette baisse est directement liée aux tensions avec certains créanciers et au ralentissement de flux commerciaux essentiels. Pris isolément, ce recul semble sévère. Mais replacé dans une trajectoire plus longue, il apparaît comme un coup de transition plutôt qu'un effondrement structurel. Les économistes proches du pouvoir soulignent que cette contraction doit être comparée à une situation antérieure déjà contrainte, marquée par une croissance fragile et une dépendance chronique à l'aide extérieure. Ces trois chiffres doivent être lus ensemble. La hausse des réserves renforce la crédibilité financière. La reprise partielle du contrôle de la production accroît les leviers budgétaires futurs. La contraction du PIB agit comme un signal d'alerte, rappelant que l'autonomie a un prix immédiat. Pour Ibrahim Traoré, leur fonction est précise, démontrer que le refus n'est ni un geste symbolique, ni un pari aveugle, mais une stratégie observable, ajustable et mesurable dans le temps. La question reste ouverte, mais elle est désormais chiffrée. Combien de temps faudra-t-il pour transformer ces gains partiels en stabilité durable, sans aggraver le coût social ? Le débat qui s'est structuré après la décision oppose deux lectures solides, chacune appuyée sur des précédents historiques et des arguments rationnels. La première, portée par les analystes les plus prudents, insiste sur les risques immédiats de l'isolement financier. Selon eux, rompre un équilibre déjà fragile avec les créanciers expose le pays à des sanctions ciblées, à une raréfaction des devises et à une dégradation rapide des conditions de vie. Des exemples, comme celui du Zimbabwe, sont mobilisés pour rappeler qu'une affirmation de souveraineté mal séquencée peut conduire à une perte de confiance durable, puis à une spirale inflationniste difficile à contenir. Dans cette perspective, la souveraineté n'a de sens que si elle préserve un socle minimal de stabilité matérielle. La seconde position, défendue par les partisans d'une rupture assumée, repose sur une critique plus systémique. Pour eux, la dépendance financière n'est pas accidentelle, mais le produit d'un modèle international qui limite structurellement l'autonomie des États riches en ressources. Continuer à céder sous pression reviendrait à prolonger un cycle défavorable, où chaque concession réduit la capacité de négociation future. Ils avancent qu'en cas où des trajectoires alternatives existent, citant des pays ayant renforcé progressivement leur contrôle sur les ressources stratégiques pour reconstruire une marge de manœuvre à moyen terme. Dans cette lecture, le coût initial est réel, mais il constitue le prix d'une réorientation durable. Entre ces deux pôles, une troisième voie tente une synthèse opérationnelle. Elle reconnaît la légitimité du geste porté par Ibrahim Traoré, tout en soulignant que le risque principal ne réside pas dans le refus lui-même, mais dans son rythme et sa séquence. Une transformation trop rapide peut provoquer des chocs sociaux difficiles à absorber. Une transition trop lente, à l'inverse, peut être neutralisée par des pressions externes renouvelées. L'enjeu devient alors moins moral que stratégique. Calibrer le tempo pour maximiser l'autonomie sans franchir un seuil d'instabilité irréversible. Ainsi formulé, le débat gagne en précision. Il ne s'agit plus de choisir entre soumission et rupture, mais d'optimiser une trajectoire sous contrainte. La question centrale devient opérationnelle. Comment convertir un acte politique fort en une capacité durable à décider sans exposer la société à des coûts qu'elle ne pourrait soutenir ?
Jusqu'ici, beaucoup supposaient que le Burkina Faso avançait seul, porté essentiellement par la volonté politique interne. La révélation de l'existence du bouclier AES modifie cette lecture. Derrière la décision d'août se dessine une architecture régionale associant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pensée en amont pour mutualiser les capacités face aux pressions extérieures. Ce cadre n'a rien d'un slogan diplomatique. Il repose sur des engagements concrets en matière de défense, de logistique et de sécurisation des ressources stratégiques. Cette information déplace le centre de gravité du risque. L'ultimatum n'était pas adressé à un État isolé, mais à un noyau régional capable d'absorber une partie des chocs. Les pressions économiques et diplomatiques ne disparaissent pas, mais leur coût augmente dès lors qu'elles doivent s'appliquer à plusieurs pays coordonnés. Dans cette configuration, la décision d'Ibrahim Traoré cesse d'apparaître comme un pari solitaire. Elle s'inscrit dans une synchronisation régionale qui réduit l'asymétrie initiale du rapport de force. Sur le plan symbolique, cette révélation produit un effet immédiat. Elle rassure une partie de la population en montrant que le choix ne repose pas uniquement sur une figure ou un moment, mais sur une stratégie partagée. Elle oblige aussi les observateurs extérieurs à revoir leur scénario en intégrant une dimension collective souvent sous-estimée dans les analyses précédentes. À mi-parcours, le sens de la crise bascule. Il ne s'agit plus seulement d'un refus national, mais de l'émergence d'un précédent régional susceptible de redessiner progressivement les équilibres du Sahel. Les effets de la décision ne sont pas restés abstraits. Ils se sont traduits rapidement par des changements perceptibles pour plusieurs groupes, chacun exposé différemment aux retombées du refus. Pour l'État burkinabé d'abord, la reprise partielle de contrôle des ressources aurifères modifie la structure des recettes publiques. Les projections internes évoquent une augmentation potentielle des revenus fiscaux liés à l'or pouvant atteindre 40% sur quelques mois. Cette marge supplémentaire ne résout pas toutes les tensions budgétaires, mais elle offre un espace inédit pour financer certaines priorités nationales sans recourir immédiatement à de nouveaux emprunts extérieurs. Pour les entreprises, en particulier dans le secteur minier, l'impact est plus contrasté. Certaines sociétés étrangères ont gelé leurs investissements, craignant une instabilité juridique ou une révision défavorable des contrats existants. D'autres, au contraire, ont engagé des discussions pour renégocier leurs accords, conscientes que le rapport de force a évolué. Cette phase d'incertitude ralentit des projets à court terme, mais elle ouvre aussi la voie à des partenariats plus équilibrés où la transformation locale, l'emploi et la fiscalité deviennent des critères centraux et non secondaires. Du côté des populations locales, notamment dans les zones minières, les changements sont plus tangibles. La perspective d'une meilleure redistribution des revenus alimente des attentes fortes. Des programmes sociaux, financés par les nouvelles recettes aurifères, commencent à être évoqués publiquement, infrastructures de base, écoles, centres de santé, accès à l'eau. Même lorsque ces projets ne sont pas encore matérialisés, le simple fait qu'ils soient discutés modifie le climat social. Le sentiment d'exclusion face aux richesses nationales recule au profit d'une appropriation symbolique plus forte. À l'échelle régionale, enfin, la décision résonne au-delà des frontières. La coordination portée par le bouclier AES confère une crédibilité nouvelle au choix du Burkina Faso et renforce l'idée qu'une réponse collective peut amortir les chocs extérieurs. Pour les pays voisins, l'exemple burkinabé devient un point de référence observé avec attention, parfois avec prudence, parfois avec espoir. Il suggère qu'une affirmation coordonnée peut réduire l'isolement redouté par les critiques. Dans ce tableau, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur solitaire que comme un catalyseur. Les conséquences de son choix ne se limitent pas à des indicateurs économiques. Elles redéfinissent les attentes de l'État, des acteurs économiques, des citoyens et des partenaires régionaux. La souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour devenir une expérience vécue, inégale selon les groupes, mais désormais impossible à ignorer. Reste une interrogation centrale. Ces effets initiaux peuvent-ils se transformer en dynamique durable sans fracturer l'équilibre social et économique du pays ? À partir des mêmes données de départ, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais aident à lire les marges de manœuvre réelles et les points de bascule à surveiller.
Chaque scénario repose sur une combinaison différente de tempo politique, de coordination régionale et de réaction extérieure. Le premier scénario, dit de consolidation prudente, suppose une stabilisation progressive. Les exportations d'or reprennent à un rythme contrôlé après la réorganisation des sites, tandis que l'État maintient une discipline budgétaire stricte. La croissance reste faible mais stable et les services essentiels sont préservés. Les tensions diplomatiques persistent mais sont contenues par des négociations discrètes avec des partenaires alternatifs. Dans cette configuration, le coût social est maîtrisé au prix d'une avancée lente. Si cette voie prévaut, alors la priorité devient la cohérence administrative et la capacité à éviter les chocs inutiles. Le deuxième scénario est plus favorable et s'appuie sur un effet d'entraînement régional. Le bouclier AES devient un cadre actif de coopération économique, facilitant des échanges intrasahéliens et une coordination sur les ressources stratégiques. De nouveaux partenariats émergent, notamment avec des acteurs non occidentaux, attirés par un accès plus direct aux matières premières. Les recettes minières soutiennent des investissements ciblés dans l'agriculture, la formation technique et les infrastructures. Si cette dynamique s'installe, alors le Burkina Faso pourrait s'imposer comme une référence régionale, montrant qu'une affirmation souveraine peut générer un cercle vertueux. Le troisième scénario est le plus tendu. Les pressions internationales s'intensifient, certaines mesures ciblées compliquent l'accès aux circuits de financiers et l'inflation progresse. Les importations essentielles deviennent plus coûteuses, affectant le pouvoir d'achat. Toutefois, l'État utilise ces leviers miniers comme amortisseur minimal, évitant un effondrement brutal. Si cette voie domine, alors la cohérence politique devient déterminante pour limiter la fragmentation sociale et maintenir un seuil d'acceptabilité collective. Dans ces trois cas, une règle analytique s'impose, ne pas confondre incertitude et faiblesse. Les mécanismes engagés continuent d'agir, même lorsque les signaux extérieurs se contredisent. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de choisir un scénario, mais de préserver une capacité d'ajustement suffisante pour que chacun reste, autant que possible, réversible. Au-delà des indicateurs macroéconomiques, la décision produit des effets concrets dans la vie quotidienne, perçus différemment selon les groupes sociaux. Pour les jeunes urbains, souvent confrontés au chômage et à l'incertitude, le discours sur la souveraineté modifie l'horizon des possibles. L'idée que les ressources nationales puissent financer des projets locaux nourrit des attentes nouvelles en matière de formation technique, d'emploi qualifié et d'initiatives entrepreneuriales. Ce déplacement est d'abord mental, mais il influence déjà des choix très pratiques, comme la volonté de rester, de se former ou d'investir du temps dans des activités locales. Dans les zones minières, les travailleurs ressentent la transition de manière plus directe. La reprise partielle de contrôle par l'État s'accompagne de discussions sur les conditions de travail, la sécurité et la redistribution. Même lorsque les changements restent limités, le simple fait que ces sujets soient désormais débattus publiquement rompt avec une longue période d'invisibilité sociale. Pour ces communautés, la souveraineté se mesure moins en discours qu'en amélioration tangible, observable sur les sites et dans les services de proximité. Les ménages urbains, eux, perçoivent surtout les tensions, la hausse potentielle des prix, les incertitudes sur les importations et la crainte d'une inflation durable pèsent sur le quotidien. Cette inquiétude coexiste avec un sentiment de fierté nationale, créant une ambivalence marquée. Beaucoup acceptent l'idée d'un coût à court terme, mais attendent des signaux clairs montrant que l'effort est partagé et que les sacrifices ne seront pas unilatéraux. Pour le spectateur, ces dynamiques offrent une lecture plus nuancée. La décision ne suscite ni adhésion totale, ni rejet uniforme. Elle crée un espace de débat où se croisent espoir, prudence et fatigue sociale. La question devient alors personnelle, jusqu'où une société peut-elle soutenir une transition exigeante avant d'exiger des résultats visibles? Transformer une décision politique en souveraineté durable exige une séquence lisible et mesurable. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas l'annonce, mais l'exécution, organisée autour de plusieurs étapes interdépendantes, chacune associée à des indicateurs précis. La première concerne la sécurisation des ressources, des dispositifs mixtes
associe une force de sécurité et autorité civile afin de garantir l'intégrité des sites miniers et des axes logistiques. Le critère de réussite est volontairement simple: continuité de la production, absence de sabotage, traçabilité accrue des flux. La deuxième étape porte sur la révision contractuelle ciblée. Un comité d'experts, économistes, juristes, ingénieurs examine les accords existants pour activer des clauses souvent négligées. L'objectif n'est pas la rupture systématique, mais la renégociation sélective, afin d'augmenter la part de valeur ajoutée conservée localement. Les indicateurs retenus sont concrets: recettes fiscales, emplois créés, investissements sociaux associés aux sites concernés. La troisième étape vise les infrastructures visibles. Les recettes supplémentaires attendues de l'or doivent financer des projets identifiables par la population: routes dans les zones minières, centres de santé, écoles techniques. Cette matérialisation répond à un impératif politique clair: ancrer la transition dans le quotidien pour maintenir l'acceptabilité sociale. La souveraineté cesse alors d'être un principe abstrait pour devenir un service rendu. La quatrième étape est régionale. Le bouclier AES sert de cadre de coordination économique autant que sécuritaire. Harmoniser certaines politiques minières et logistiques réduit la vulnérabilité de chaque État pris isolément. Enfin, une cinquième étape concerne la mesure et l'ajustement. Chaque action est associée à des indicateurs publics permettant de corriger le rythme sans rompre la cohérence d'ensemble. Dans cette logique, Ibrahim Traoré cherche moins à accélérer qu'à séquencer. La question clé n'est plus quoi faire, mais comment maintenir l'alignement entre volonté politique, capacité administrative et attente sociale. Lorsque la tension retombe, ce ne sont ni les tableaux de chiffres, ni les échanges diplomatiques qui demeurent en mémoire, mais des images plus simples. Celles de sites miniers redevenus visibles dans le débat public, de discussions animées dans les rues de Ouagadougou, et d'un drapeau qui cesse d'être un décor pour redevenir un symbole actif. Le choix opéré n'efface pas les fragilités structurelles du pays, mais il modifie la manière dont elles sont regardées et assumées collectivement. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un héros solitaire que comme un point de convergence. Sa décision agit comme un miroir tendu à la société burkinabé, l'obligeant à clarifier ce qu'elle attend réellement de la souveraineté. Non pas une promesse immédiate de prospérité, mais la possibilité de reprendre la main sur des choix longtemps délégués, parfois par contrainte, parfois par habitude. Cette distinction est essentielle, car elle prépare à la durée plutôt qu'à l'illusion. Le rappel est sobre, mais exigeant. La souveraineté ne se décrète pas en un jour. Elle se construit dans la répétition de décisions cohérentes, parfois coûteuses, souvent imparfaites, toujours discutables. Le geste initial n'est qu'un point de départ. Sa valeur dépendra de ce qui suivra, des compromis assumés et des priorités maintenues dans le temps. Une phrase résume cette bascule: choisir, c'est déjà reprendre du pouvoir. La décision prise par le Burkina Faso ne se referme pas sur elle-même. Elle ouvre une conversation plus large, qui dépasse les frontières nationales et invite à réfléchir autrement aux notions de pouvoir, de ressources et de choix collectifs. Ce qui se joue ici n'est pas un modèle prêt à l'emploi, ni une recette universelle, mais une expérience en cours, observée avec attention par d'autres pays, confrontés aux mêmes arbitrages entre urgence financière et autonomie stratégique. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter par réflexe, il est de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Comment une nation négocie-t-elle sa place dans un système international contraignant? Jusqu'où peut-elle aller sans compromettre son équilibre interne? Et à partir de quels signaux le coût social devient-il trop élevé pour rester soutenable? Ces questions ne concernent pas uniquement le Burkina Faso. Elles traversent de nombreux contextes contemporains, souvent sous des formes moins visibles. Au cœur de cette séquence, Ibrahim Traoré n'apporte pas de réponse définitive. Il pose un cadre, engage une trajectoire et accepte une part d'incertitude. C'est précisément dans cet espace que le débat devient utile, à condition de rester informé, comparatif et nuancé, sans simplification excessive ni glorification automatique. La discussion reste ouverte. Observer, comparer, confronter les points de vue fait partie du processus démocratique, même à distance.
Alors, une question demeure, volontairement sans conclusion fermée. Que signifie réellement choisir son avenir? Et à quelles conditions ce choix peut-il être partagé durablement par une société entière?